Donc déjà, merci beaucoup d'être présent et présente ce matin. Euh, Comme je vous l'ai dit, cette session, c'est pour répondre à vos questions. Je vais pas forcément refaire tout le cours parce que en 1 heure, ce sera un petit peu un challenge. Mais dans tous les cas, s'il reste des questions à midi, on pourra les traiter à la séance de la semaine prochaine. Si vous avez des questions et que vous ne pouvez pas être là la semaine prochaine, vous pouvez me les envoyer par mail et je les traiterai en visio pour tout le monde. Donc n'hésitez pas. L'idée, c'est de vous accompagner sur l'appropriation de ce cours, vous expliquer aussi un petit peu pourquoi tout ne s'est pas passé comme prévu, pourquoi il n'y a que 8 séances, et vous montrer un petit peu comment travailler les contenus qui sont en ligne, et aussi vous préparer à l'évaluation, où donc dès la semaine prochaine, je déposerai les sujets en ligne, vous aurez un espace enseignement à distance, et vous avez 1 mois pour me déposer ce que vous voulez, enfin ce que vous voulez, pour me le déposer. Euh, Dès que c'est déposé dans Moodle, quand je peux, je corrige. Donc, j'ai corrigé au fur et à mesure. Donc, ça fait que plus vous déposez tôt, plus vous avez votre note de première évaluation assez tôt. Vous pouvez vous préparer à la seconde. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais voilà, vous avez jusqu'au 19 janvier. Donc, si, enfin, voilà, si hein, il y a un moment où c'est pas confortable pour vous de travailler, vous pouvez prendre le temps de le faire aussi. Mais la deadline est au 19 janvier. Euh, Déjà, avant que je commence peut-être, est-ce que vous avez des questions d'ordre général sur l'organisation du cours, sur enfin, voilà, l'objectif du cours ou pas? Non, c'est bon. Non? Ok. Donc dans ce cours, on était censé y avoir 13 semaines de cours et donc 13 séances, mais la collègue avec qui je partage ce cours est en arrêt, donc n'a pas pu assurer une partie de ces séances. Donc il y en a 2 que j'ai rajoutées pour que vos camarades ne restent pas notamment 6 semaines sans cours. Donc je vais reprendre un petit peu rapidement, même si j'ai déjà fait une séance qui disait ce qu'on avait fait. Je vais reprendre un petit peu comment sont passés les cours en présentiel et ce que vous pouvez travailler à distance. Donc la première séance sur qu'est-ce que le genre, c'était une présentation globale des enjeux. Ici, j'avais fait un petit quiz d'introduction, mais c'était surtout pour les personnes en présentiel pour voir ce qu'elles savaient, ce qu'elles ne savaient pas. Et on a discuté du film Barbie et de la manière dont les enjeux de genre pouvaient illustrer, commenter un élément culturel comme le film Barbie, qui est vraiment assez paradigmatique du genre. Ici, là, vous avez mon cours qui est donc un PDF. C'est un support de cours, mais qui est normalement assez détaillé. Donc c'est sur ça peut-être que vous pouvez avoir des questions. Et c'est sur ça aussi que j'attends des questions. Si il y a des éléments de cours que vous ne comprenez pas, parce que voilà, c'est des bullet points et qu'il n'y a pas forcément de phrases et que les liens logiques ne sont pas toujours évidents, c'est à ça que servent ces visios. Ça permet de vous approprier les éléments de cours qui ne sont pas forcément évidents, même si, enfin, voilà, même si je pense qu'avec les lectures et avec les autres sources, vous pouvez avoir du coup assez d'éléments pour comprendre et pour maîtriser. Et voilà, comme je pense que vous avez un niveau assez hétérogène à distance, pour certains et certaines, ça va être assez évident, donc il n'y a pas forcément besoin que je développe. Pour d'autres, ce sera moins évident, c'est sur ça qu'il faut me poser des questions. Ma connexion Internet n'est pas géniale, est-ce que ça va, vous m'entendez bien? Ça va un peu lente, surtout Ouais. l'image, Ok. mais pour le reste, ça va. Bon, j'espère que l'enregistrement sera mieux, mais en deuxième séance, on avait terminé le cours sur qu'est-ce que le genre, donc c'est toujours le même cours. Et ce que j'ai introduit dans chaque séance, c'est de vous parler d'une autrice en littérature ou en philosophie qui aborde, qui mobilise les notions que l'on voit en cours. Donc là, c'était Virginia Woolf, et donc on avait notamment fait une discussion sur Une chambre à soi, sur la compréhension, enfin, voilà, sur la connaissance de Virginia Woolf. Euh, Toutes ces autrices, je n'attends pas de vous que vous les connaissiez, c'est juste vraiment de la découverte. Mais si vous avez des éléments qui vous intéressent dans leur parcours, dans leur histoire, dans leur mobilisation, que vous pouvez ensuite, enfin, vous pouvez le mobiliser, ce sera valorisé au moment de l'évaluation. Mais j'attends pas de vous que vous connaissiez par cœur la biographie des personnes présentées. C'est vraiment, enfin, voilà, pour faire une culture générale féministe. L'idée de ce cours, de manière générale, c'est de vous donner une culture générale féministe que vous pouvez ensuite remobiliser, notamment dans vos travaux de mémoire. C'est vraiment ça. L'idée, c'est de vous présenter les outils théoriques de base, que vous puissiez choisir en connaissance le parcours qui vous convient le mieux en Master 2, et si c'est des outils analytiques qui vous intéressent, que vous soyez en mesure de les mobiliser dans vos mémoires, si c'est pertinent pour vous. Donc voilà, sur cette séance, on avait parlé de Virginia Woolf et on avait terminé le cours Qu'est-ce que le genre? Et à la séance 3, on avait commencé à parler de Scott, donc les étudiants avaient à lire un texte de Scott.
je vous ai donné donc une vidéo et un article supplémentaire et on a répondu ensemble à ces questions-là. Donc je remercie à celles et ceux qui m'ont envoyé un travail. Ces travails-là n'est pas noté. Je les ai relus, je les ai commentés. C'était surtout pour moi histoire de voir si les enjeux étaient compris. Et donc si c'est pas compris, normalement je vous ai fait un retour dessus. Et si c'était voilà, très complet, très discuté, c'est très bien. C'était aussi une manière de vous entraîner à la rédaction, à la mobilisation des outils. Là aussi, j'ai fait des retours vraiment rapides. Donc s'il y a des questions, des points de réponse qui ne sont pas compris, vous pouvez aussi me poser des questions sur ça. La quatrième séance, on n'avait pas terminé Scott, donc on a terminé les questions et on a parlé d'Angela Davis. Euh, on a discuté de cette militante et je les avais j'ai envoyé vers un podcast sur la vie d'Angela Davis. Angela Davis, donc si je résume un petit peu, on commence par Virginia Woolf, donc on commence par une analyse en termes de genre assez, on dirait assez catégorielle. Donc on va regarder l'histoire des femmes et la question de la discrimination dans le champ littéraire. Puis avec Scott, on a une autrice, on a une historienne qui mobilise le genre comme une catégorie d'analyse et qui le construit comme une catégorie scientifique. Et si je commence à parler d'Angela Davis en séance 4, c'est parce qu'on va aborder la dimension de l'intersectionnalité et qu'on ne peut pas comprendre la notion d'intersectionnalité sans comprendre les apports du Black Feminism. Et Angela Davis, c'est une des figures du Black Feminism, donc c'était aussi pour ça qu'on en parlait et qu'on l'a présenté. Donc en séance 5, on a terminé le cours Qu'est-ce que le genre je vous ai donné à lire ici deux articles, consubstantialité versus intersectionnalité et l'intersectionnalité contre l'intersection, qui sont assez difficiles mais peut-être moins difficiles que Scott. Et normalement, vous avez accès, si je ne me suis pas trompée, excusez-moi, au booklab sur l'intersectionnalité. J'espère que je l'ai laissé ouvert et si ce n'est pas le cas, je vous le laisserai ouvert. Tac. Je vérifie ça, mais normalement c'est bon. Voilà. Donc là, vous pouvez essayer de répondre aux questions. Parfois, il y a des réponses ou pas. Vous voyez les réponses de vos camarades. Donc ça vous permet aussi de voir que vous avez compris. Si vous arrivez à répondre à ces questions, que ces questions ne vous mettent pas en difficulté, en fait, vous maîtrisez ce que j'attends de vous. Donc voilà, j'attends juste que vous soyez capable de définir à quel champ théorique la notion de consubstantialité est rajoutée, qui a créé la notion d'intersectionnalité, à quoi est-ce que ça renvoie, et comment est-ce qu'on peut le mobiliser dans des cadres, dans un cadre de recherche. En séance 6, on a parlé des épistémologies féministes, donc là c'était quasiment que du cours magistral sur qu'est-ce que les épistémologies féministes et qu'est-ce qui les différencie des autres épistémologies. Et en séance 7, donc on a lu, enfin, les étudiants avaient à lire un texte sur faire du terrain féministe, donc il y a beaucoup plus sur une approche méthodologique. Et on a repris les notions d'épistémologie qu'on avait déjà vues dans le cours précédent. Donc c'était une question de remobilisation. Je ne suis pas allée voir depuis si certains ou certaines d'entre vous avaient déposé un travail que je ne fais pas, j'irai voir tout à l'heure. Donc voilà, si vous avez déposé un travail, je le relirai au fur et à mesure, donc n'hésitez pas aussi s'il y a des retours sur ça. Et en séance 8, qui était donc la dernière séance la semaine dernière, on a parlé de Bell Hooks, qui est une féministe intersectionnelle anticapitaliste très intéressante, que vos camarades ne connaissaient pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait une petite vidéo et des petites questions dessus. Ces questions, normalement, elles sont ouvertes pour vous. Si ce n'est pas le cas, je vous les ouvrirai. Mais voilà, pas de. C'est vraiment savoir la situer, savoir un petit peu quels sont ses parties pris théoriques, mais regarder la vidéo suffit. Voilà. Et il faut savoir qu'elle existe et il faut être capable de faire le lien entre Bell Hooks et les travaux de Scott, Bell Hooks et les travaux d'Angela Davis. Mais encore une fois, pas d'obligation. C'est si cette autrice vous intéresse, vous pouvez approfondir. Si elle ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé d'approfondir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la maîtrise des outils conceptuels plus que les distinctions théoriques. Mon objectif, c'est pas du tout de vous noyer de références ou de faire du name dropping. C'est vraiment de vous sensibiliser à ce que ça veut dire de penser le monde social en féministe, de manière générale. Voilà, ça c'était pour la présentation un peu globale du cours. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Esther, j'ai l'impression que vous aviez des questions, mais je ne sais pas si c'est le cas. Bonjour. Alors, c'est pas Esther, c'est Mélanie. Ah, Mais Mélanie, pardon.
De mon côté, j'ai un peu du mal avec le PDF en tant qu'outil. J'ai du mal à vraiment comprendre l'enchaînement des idées et tous les concepts. Donc maintenant, je pense que c'est un petit peu tard, mais j'aurais bien aimé pouvoir avoir les séances enregistrées, les séances magistrales enregistrées, parce que Ouais. entre les lectures et le PDF, c'est vrai que des fois, j'ai du mal à m'y retrouver. Merci pour ce retour. Alors, moi, je n'ai pas les moyens de faire ça. En tout cas, l'université ne me donne pas les moyens de faire ça. Les salles de cours ne sont pas équipées, voilà, pour faire ça. Et la manière dont je fais cours, c'est pas du cours magistral, c'est du cours magistral dialogué, donc ça nécessiterait de me filmer la salle. Par contre, c'est aussi pour ça que je fais ces séances. Donc, ce qui est possible de faire, Mélanie, pour la fois d'après, c'est de reprendre les PDF et de Mhm. reprendre les moments où les notions ne sont pas claires, où les enchaînements ne sont pas clairs, où que la définition des notions, par exemple, c'est possible, donc je mette des notions sans les définir. La définition des notions ne va pas de soi. Et dans ce cas, à la prochaine séance, me poser la question, me dire, bah voilà, sur ce PDF, sur ce cours-là, je ne comprends pas l'enchaînement des idées ou je ne comprends pas cette notion que vous mobilisez. Et là, je peux aussi développer. Est-ce que ça va si on fonctionne comme ça? Oui, oui, très bien. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Merci en tout cas pour ce retour, c'est très constructif. Mais voilà, s'il y a des choses que je ne fais pas, c'est que je n'ai pas les moyens techniques de le faire. Donc, je ne fais pas ce que je n'ai pas les moyens techniques de faire. Euh, oui, Esther, tu as levé la main, je t'écoute. Alors, désolée, j'ai eu un peu de problèmes techniques pendant que vous expliquiez le parcours du cours. Mais moi, je crois que maintenant, je l'ai résolu. En fait, j'ai eu pas mal de questions, surtout sur la liaison entre féminisme et intersectionnalisme. Car en fait, moi, de base, je ne connaissais pas du tout ce qu'on dit un peu, entre guillemets, les exceptionnalités françaises et tous les trucs avec les consubstantialités et tout ça, je ne connaissais rien du tout. Et voilà, moi, j'avais déjà exposé mes questions dans les forums, donc je les reformule ici. Et surtout, ma question, c'est du point de vue euh, historiographique, bien sûr, car je viens de faire la licence d'histoire, mais aussi par rapport à générique, au point que ça m'a fait réfléchir aussi au moi-même féministe. Euh, Est-ce que je suis bien sensibilisée? Est-ce que pas? Est-ce qu'il y a des autres démarches? Donc voilà, c'était moi, mes questions, c'était plutôt dans ce sens-là. Et qu'est-ce que je vais noter? Je l'ai justement ici à côté. Hop, voilà. Et si, au début, est-ce que Joanne Scott, est-ce qu'elle a une lecture intersectionnelle ou pas à la fin? Ok. Je vais répondre si ça va déjà aux deux questions, la question sur la consubstantialité et sur l'intersectionnalité et John Scott. Oh, Alors, ouais. John Scott, c'est une historienne, une chercheuse donc en histoire, qui a d'abord travaillé, c'est d'abord une spécialiste des mouvements ouvriers en France. Donc, c'est une chercheuse américaine qui est spécialisée de l'histoire ouvrière française. Et elle en est venue, autour de la Mm. question de l'invisibilisation des femmes ouvrières dans les mouvements ouvriers, à regarder l'histoire des femmes comme étant non traitées, de manière générale, dans l'histoire. Et elle développe la notion de genre. Et ce qui est intéressant dans son approche, c'est qu'elle parle du genre non comme une variable, c'est-à-dire pas regarder les différences hommes-femmes, mais regarder le genre comme un système, c'est-à-dire comme un rapport de pouvoir qui structure d'autres rapports de pouvoir. Ça, c'est un peu le cadre général. Et à la question, est-ce que John Scott est intersectionnel ou pas? Alors, il y a deux réponses. La première, c'est que elle ne se définit pas directement comme intersectionnelle, c'est-à-dire elle ne mobilise pas les travaux de Crenshaw, mais aussi parce que les travaux de Crenshaw sont contemporains, voire antérieurs de son article, en tout cas de 88. Donc il y a vraiment une question, il ne faut pas faire d'anachronisme non plus, hein. La notion d'intersectionnalité, elle émerge en même temps que la notion de genre est construite comme un outil analytique. Voilà, ça c'est d'un point de vue purement théorique. Après, si on regarde la manière dont John Scott pense la notion de genre chez John Scott, elle est déjà intersectionnelle,
parce qu'elle le pense donc comme un rapport de pouvoir qui s'imbrique, qui s'articule avec d'autres rapports de pouvoir, notamment avec des rapports de classe. Elle ne pense pas les rapports de genre indépendants des rapports de classe. Donc, en ce sens, elle est intersectionnelle. Et on rajoute même autre chose, même dans son article de 88, mais Esther, je sais que vous l'avez lu, elle parle des rapports de genre, des rapports de classe et des rapports de race. Et ce triptyque genre, classe, race, c'est le triptyque un peu fondateur de la notion d'intersectionnalité. Donc, en résumé, d'un point de vue théorique, John Scott ne mobilise pas la notion d'intersectionnalité elle-même, mais d'un point de vue empirique, d'un point de vue pratique et d'un point de vue analytique, elle peut être complètement mobilisée dans une approche intersectionnelle. Voilà, ça, c'est ma réponse sur John Scott. Est-ce que ça répond à votre question déjà de ce point de vue-là, Esther? Oui, oui, car en fait, je crois que j'ai plus ou moins les mêmes, car en fait, à mon avis, comme c'est un apport plutôt du black féminisme, en fait, si elle prenait cette considération par elle-même, peut-être ça pourrait être un acte d'appropriation euh, en face des autres personnes qui vont plutôt sont racistes et tout, et qui sont déjà assez invisibilisées dans le reste du cadre scientifique. Donc, je croyais que c'était aussi pour ça, après la relecture de tout. Ah oui. Alors oui, ça c'est une remarque qui est assez intéressante. Ça reprend un point de cours qu'on a vu sur les épistémologies féministes. Donc j'allais un petit peu vite. Est-ce que là vous voyez bien le PowerPoint? Ouais? Ok. Oui, Si vous avez lu le cours sur les épistémologies féministes, il y a la question du standpoint theory, et je vais reprendre ça. Je vais prendre la standpoint épistémologie et je vais faire le lien avec John Scott. On a tendance, notamment dans le champ militant actuel, à valoriser les expériences dominées comme étant les seules qui peuvent produire du savoir sur les expériences de domination. Donc il n'y a que les dominés qui peuvent produire du savoir sur les dominations. Et en ce sens-là, reprendre les outils analytiques des dominés, c'est effectivement une forme de réappropriation. Mais attention, en épistémologie féministe, c'est pas ça le point de vue. Le point de vue, c'est pas il n'y a que des femmes noires qui peuvent écrire sur les femmes noires. Le point de vue, c'est pour produire un savoir, il faut que ce savoir soit collectif, c'est-à-dire qu'il puisse intégrer des collectifs dans la recherche et dans la manière dont les problèmes sont pensés. Dit autrement, le sujet de la recherche n'est pas un sujet individuel, c'est pas un chercheur ou une chercheuse, c'est un sujet collectif. C'est-à-dire on pense faire science ensemble avec les personnes enquêtées et les personnes qui enquêtent. Ça nécessite de rendre compte de sa position sociale et donc de rendre compte de sa position de domination, mais aussi d'intégrer le point de vue des personnes dominées dans l'analyse qu'on est en train de fournir. Donc ça, voilà, ça c'est ce qu'on dit en standpoint épistémologie. Donc pour vous répondre, Esther, non, John Scott ne dit pas le mot intersectionnalité parce qu'elle refuse une réappropriation. C'est vraiment au contraire, le fait que les concepts circulent, quelles que soient les catégories sociales ou les disciplines, c'est la preuve de leur validité, c'est la preuve de leur force. Donc au contraire, il faut que les concepts circulent et le fait que la notion d'intersectionnalité circule, c'est vraiment le marqueur des apports du Black Feminism à la théorie de manière générale. Donc ça, c'est important. Si John Scott ne le mobilise pas de manière directe dans son texte de 88, c'est surtout une question d'anachronisme. C'est surtout que ce n'est pas encore une notion qui est au centre de la réflexion des épistémologies féministes à la fin des années 80. Mais aujourd'hui, en fait, quand on regarde les travaux de John Scott, elle est complètement dans une approche intersectionnelle. Donc voilà, c'est vraiment une question, il faut faire attention à la datation et avoir vraiment en tête que c'est vraiment fin des années 80, début des années 90, que tout l'appareillage théorique se crée et se structure aux États-Unis notamment. ok. Je dis beaucoup de choses là, je réponds déjà, je dis beaucoup de choses, n'hésitez pas s'il y a besoin que je redéveloppe un petit peu. Sur la question de la consubstantialité, je peux y répondre hein, si je ne vais pas trop vite, si c'est bon pour vous. Oui, tout à fait. Alors, c'est aussi pour ça que ça m'intéressait de faire lire ces textes sur la consubstantialité. Vous avez très bien compris, Esther, cette notion-là. C'est effectivement une notion très française, mais aussi une notion qui tend à expliciter un héritage français, un héritage féministe français qui est l'héritage marxiste et qui est la centralité du travail, la centralité de la position dans les rapports de production pour penser les rapports de genre. Et ce que fait Daniel Kalgoat, c'est de dire il faut penser l'imbrication des rapports de pouvoir, mais pour penser cette imbrication, il faut se poser la question de leur, peut-être pas homogénéité, mais de leur similitude.
est-ce que ces rapports de pouvoir ont la même origine ou pas? Et Kergoat postule que oui, l'ensemble des rapports de pouvoir, qu'ils soient de race, de genre ou de classe, trouvent leur origine dans le travail, c'est-à-dire dans l'organisation des rapports de production. Et donc elle parle de consubstantialité pour dire que en fait, ces rapports de pouvoir ont la même substance, parce qu'ils ont la même origine, et que cette origine, c'est les rapports de pouvoir. Quand on parle de consubstantialité, on est forcément dans une approche marxiste, avec une centralité des rapports de production. C'est moins le cas lorsqu'on parle d'intersectionnalité, et la notion d'intersectionnalité, elle est un peu plus floue. Euh, elle ne met pas forcément au centre la notion de travail. Mais ça dépend vraiment de qui l'emploie et qui l'utilise. Est-ce qu'une chercheuse comme... Je me permets de couper votre son. Hop, vous m'entendez bien là toujours, ça va? Non? Là, vous m'entendez ou pas? Ouais, ça va mieux? Oui, là, c'est mieux. Ok. Euh, oui, je disais... Euh, Oui, la notion d'intersectionnalité, ça dépend de qui l'utilise. Parce qu'une chercheuse comme Bell Hooks, elle parle d'intersectionnalité, c'est une chercheuse intersectionnelle, et c'est une chercheuse intersectionnelle marxiste. Mais elle va parler d'intersectionnalité et pas de consubstantialité. Donc voilà, la notion de consubstantialité, en effet, elle est vraiment très franco-française, c'est vraiment une héritière des notions, enfin, une héritière du féminisme des années 70, de la centralité du travail dans les rapports de genre. Euh, Aux États-Unis, on parle d'intersectionnalité de manière générale, et après, la manière dont on définit cette intersectionnalité dépend aussi des autres ancrages théoriques qu'on peut avoir. Mais, j'insiste, que ce soit Angela Davis, que ce soit Bell Hooks, ou que ce soit de manière générale, toutes les penseuses du Black Feminism, elles ont plutôt une position marxiste, donc elle pense quand même cette question de l'articulation entre production, donc investissement dans la sphère productive, et reproduction, c'est-à-dire domestique, vie privée, intimité. Et cette opposition entre production et reproduction, elle est vraiment héritière des penseurs marxistes. J'espère que, je ne sais pas si, Esther, je peux vous réactiver le micro. Si j'ai répondu à vos questions sur ces points-là, si c'est assez clair ou pas. Et c'est ça, parce que de plus, j'ai eu un petit problème à part. En fait, à la matière parmi des autres. Et en fait, j'ai plus vu les infos sur Bell Hooks. Je n'ai pu rien voir, ni la vidéo, ni, ni lire l'article, quoi. Donc, en fait, il faudrait aussi voir ça, car en fait, il me manque justement ça et la partie aussi, c'est clair à voir. Les restes, je connais déjà. Ok, très bien. Bellux, c'est juste une vidéo, donc il n'y a pas de texte à faire, c'est juste une vidéo à regarder qui est très Ok. pédagogique, qui est vraiment de présentation. Et c'est intéressant. Enfin, moi, c'est une penseuse que j'aime beaucoup parce elle a pensé beaucoup de dimensions. Et elle articule vraiment plusieurs dimensions ensemble. Euh, voilà. Donc, pour moi, pour penser l'intersectionnalité, je trouve que c'est une des penseuses les plus stimulantes actuellement sur ces questions-là. Mais voilà, c'est juste Ouais. pour... Moi, je voulais juste que vous en ayez entendu parler et ça me sert d'exemple pour argumenter mon propos et argumenter cette question de mobilisation des notions. Mais vous n'avez pas besoin de la... En tout cas, je ne vous ai rien donné à lire d'elle et il n'y a rien à lire dans le texte. Si ça vous intéresse, par contre, si vous avez envie d'approfondir, il y a plusieurs livres d'elle qui sont en train d'être traduits, mais celui dont il est question dans la vidéo, c'est De la marge au centre, qui est, qui est intéressant parce qu'il critique une conception assez traditionnelle de, du féminisme, qui est le féminisme universaliste, en tout cas qui est très présent en France, qui est un féminisme euh, qui universalise la lutte des femmes et qui tend à homogénéiser la catégorie des femmes sous une seule catégorie, qui est une catégorie blanche et bourgeoise. Et Bellux, ça permet de sortir de ça, justement, de penser une forme de féminisme vraiment intersectionnel. Elle parle de féminisme pluraliste, mais donc de féminisme intersectionnel, qui permet de penser les rapports de domination au sein du mouvement féministe. C'est pour ça que je vous en parle, c'est parce que elle est intéressante pour ça. Ouais. Moi, j'aimerais bien, personnellement. Le lire? La lire? Ouais.
Ouais, Ouais. Je pense pas qu'il y ait d'article d'elle qui soit disponible, mais donc en France, en anglais, vous pouvez lire ce que vous voulez. Mais ce que je conseille en français pour celles et ceux qui lisent en français, il y a De la marge au centre, du coup, qui est très bien. ok, ça marche. Il y a un de ses livres qui vient d'être traduit aussi récemment. Je sais que All About Love, Tout sur l'amour a été traduit. Euh, mais il y a un autre, mais j'ai oublié le nom du dernier qui a été traduit. Mais elle a une bonne activité, une bonne actualité de traduction en France actuellement. Elle est vraiment de plus en plus connue et donc de plus en plus traduite. Euh, Ça passe. Pardon, je vous ai pas entendu. Oui, ça commence à passer un peu pareil que ça passait avant avec Judith Butler. Ça commence à être traduite beaucoup plus tard que l'origine de son œuvre, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Mais donc là, les ouvrages qui sont traduits ont plutôt 10 ans, plutôt 10 15 ans, mais, euh, mais ça va beaucoup plus vite aussi. Et on trouve ces livres assez facilement, c'est pas du tout de niche. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, peut-être là, vu que je vois les questions sur le texte d'Isabelle Claire, normalement, là, ces questions-là, elles ne doivent pas poser problème. C'est vraiment juste des questions de compréhension du texte. Si vous, enfin, une manière de travailler, si vous voulez vous entraîner là dans les semaines qui viennent, c'est de réfléchir rapidement aux éléments que vous mobilisez pour répondre à ces questions. Et s'il y en a qui vous posent problème, vous ne voyez pas du tout comment répondre, ça, voilà, on peut en reparler en visio, mais vraiment ne vous, sur ces questions-là, c'est pas noté, ne vous embêtez pas, c'est vraiment juste des questions pour vous guider dans la compréhension du texte et pour mettre la focale sur ce qui, moi, me paraît important dans les textes que je vous donne à lire. Mais c'est tout. Il y a pas d'enjeu d'évaluation derrière. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, voilà, pour moi, c'est tout. Je voulais vous parler un peu des modalités d'évaluation, si ça vous va. Donc, les modalités d'évaluation, ce qu'on a fait ce qu'on a fait jeudi, c'était de prendre des exemples de sujets et vos camarades réfléchissaient ensemble à la manière dont ils traitaient les sujets. Donc là, euh, je vais vous donner un exemple de sujet à l'oral et je vais vous dire un petit peu ce que j'attends sur un sujet comme ça. C'est pas un sujet comme ça qui tombera le jour de l'évaluation, mais si vous comprenez l'idée du traitement du sujet que je vous donne aujourd'hui, vous allez comprendre ce que j'attends de vous pour l'évaluation. L'exemple de sujet, c'était euh, vous menez un travail sur la transmission des normes scolaires chez les familles issues de l'immigration. Quels outils conceptuels féministes est-ce que vous mobilisez et pourquoi? Donc ça demande déjà de faire un choix parmi les outils conceptuels qui ont été vus dans le cours. Et ensuite, ça demande de justifier le choix de ces outils conceptuels. Et j'en attends aucun en particulier. C'est-à-dire, je n'attends pas que vous parliez plus d'épistémologie féministe ou plus d'intersectionnalité. Pour moi, tout est mobilisable, mais ça dépend l'angle d'analyse que vous décidez d'avoir. Sur la question la transmission des normes scolaires chez les familles issues de l'immigration, il y a un enjeu d'immigration, donc il y a un enjeu de race dans un sens sociologique, j'entends, assez évident. Donc la notion d'intersectionnalité, elle est assez évidente. Et on peut réfléchir du coup une intersectionnalité dans les rapports entre générations, dans les rapports de classe, dans les rapports de race, et aussi, pourquoi pas, dans les rapports de genre. Voilà. Ouais, juste de me dire ça, ça suffit pour montrer que vous avez compris ce que j'attends. Et après, il faut m'expliquer la notion d'intersectionnalité, qu'est-ce que ça veut dire, et qu'est-ce que, d'après vous, le fait de mobiliser cette notion permettrait d'éclairer sur ce sujet-là. Ça, c'est une manière de répondre à la question. Mais ça peut aussi être de dire, ben voilà, moi-même étant issue de l'histoire migratoire française, j'ai un point de vue situé sur cette question, donc je vais plutôt me situer je vais plutôt mobiliser les outils de l'objectivité forte de Harding et donc m'inscrire dans la suite des épistémologies féministes. Et vous développez quel outil analytique des épistémologies féministes vous souhaitez mobiliser pour traiter cette question-là. Ça marche tout pareil, très bien. Ou encore, vous pouvez me dire, bah moi je trouve que sur ce sujet, il n'y a aucun des outils conceptuels vus en cours qui ne fonctionne, et vous m'expliquez pourquoi aucun des outils conceptuels ne fonctionne. Ça a été le cas, par exemple, d'une de vos camarades sur un autre sujet, où le sujet proposé, c'était
Je vais très vite, hein, donc n'hésitez pas à lever la main, dites-moi s'il y a besoin de pause, si je dis trop de trucs. Et donc, le sujet proposé, c'était la réception de la série Friends chez les 30-40 ans. Et une de vos camarades a dit, ben, en fait, Friends, ils sont tous blancs, ils sont tous riches, donc il n'y a pas de rapport de domination. En tout cas, on peut pas, à part un rapport de domination de genre, en tout cas, la notion d'intersectionnalité, ça ne fonctionne pas. Bon, ben, je suis pas complètement d'accord avec ça. On pourrait l'argumenter de manière différente, mais si votre argumentation est solide et me montre que vous maîtrisez les outils conceptuels, c'est complètement valable. Vraiment, ce que je vais noter, c'est l'argumentation et la maîtrise des outils, moins leur maîtrise que la capacité à les mobiliser dans un cadre de recherche. Donc, même si vous avez l'impression que vous ne maîtrisez pas trop, que c'est un peu nouveau pour vous, en fait, faites-vous confiance. Moi, ce que je vais évaluer, c'est votre capacité à dire quel est le concept intéressant sur un sujet de recherche donné. Voilà pour mes attentes. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Mais du coup, pour l'évaluation, il y aura plusieurs choix de sujets ou il y aura juste un seul sujet sur lequel on va devoir travailler? Il y aura un seul sujet sur lequel vous allez devoir travailler, mais je ne peux pas vous le dire là en vidéo parce que Oui, vos bien camarades sûr. passent en évaluation la semaine prochaine, mais je vous garantis que c'est un sujet que vous allez très bien connaître. D'accord. Et pour les EAD, ce sera, enfin, vous avez dit que vous alliez le mettre en ligne la semaine prochaine sans doute, et ce sera en temps limité, c'est-à-dire que quand on ouvrira le sujet, on aura quelques heures pour le rendre, ou alors ce sera sur plus de temps. Non, vous aurez un mois pour le rendre. Ok, Je dépose le sujet d'évaluation en même temps que vos camarades en présentiel. Et vous avez un mois pour le déposer quand vous voulez. Par contre, une fois que vous l'avez déposé, vous ne pouvez plus le modifier. d'accord. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Vous avez un mois, vous avez évidemment droit à tout le cours, tout ce que vous voulez pour traiter le Mhm. sujet. Par contre, ce sera en taille limitée. Donc, ce que j'attends, je vais mettre une limite en termes de signes, donc c'est pas la peine de me faire un mini mémoire sur le sujet. Il faut Ok. que ce soit vraiment très centré mobilisation des concepts. Donc je mettrai une limite en termes de signes. Et plus vous me le déposez tôt, plus je vous le corrige tôt. Et plus vous êtes libéré tôt, ou plus vous pouvez préparer la deuxième évaluation tôt si vous voulez. Et si j'ai bien compris, en fait, c'est pas un devoir structuré, enfin, traditionnellement comme une dissertation ou quelque chose comme ça. C'est un peu plus libre la façon d'aborder le sujet. Disons que ça ressemble à une grosse question d'argumentation. C'est pas un sujet de disserte, mais c'est vraiment un sujet enfin, en fait, où il y a une intro qui est courte, où il y a des parties et il y a une conclusion. Donc, c'est quand même structuré, mais c'est Oui, structuré un peu à la manière, si vous voulez, d'un état de l'art dans un article scientifique. C'est-à-dire, vous allez chercher les outils conceptuels qui sont pertinents, me dire pourquoi c'est ces outils-là, ces outils conceptuels-là qui sont pertinents sur ce sujet-là et après, il y a des critères d'évaluation ou en termes de clarté d'argumentation, de cohérence théorique aussi. Ça, effectivement, c'est important que je vous le dise. Vous pouvez très bien me dire, eh ben voilà, je mobilise la notion de genre, la notion d'intersectionnalité et la notion d'objectivité faible. OK. Mais ça va être moins pertinent que si vous me dites, par exemple, le sujet porte sur les rapports de pouvoir. Et donc, je mobilise la notion de genre parce que pour Scott, le genre, c'est une première manière de signifier les rapports de pouvoir. Et mhm, que vous restez très cohérent. En fait, plus vous allez être cohérent sur les outils conceptuels et plus je vais voir une sorte de fil rouge entre les outils que vous mobilisez et plus ce sera valorisé. Et alors que si vous faites un patchwork en essayant de citer, enfin, ce que j'ai pas envie de faire, enfin, en M1, je pense que vous le savez, ce que j'ai pas envie de lire, c'est de la récitation de cours. Si vous oui, prenez non, le cours et que vous le récitez, ben là, je vous le dis d'emblée, même si vous récitez tout le cours, vu que vous avez le cours sous les yeux, ben, vous n'aurez pas la moyenne. Ce que faut j'attends, c'est plus vraiment faire que vous travaillez l'articulation entre le sujet qui est proposé et les outils conceptuels et que vous argumentiez ça. Ok. Faut plus les Ça faire répond à... faut plus les faire raisonner entre eux que faire des listes pour montrer que. Ok. Tout à fait. Exactement. Et s'il y a un concept, ça me va très bien. S'il y en a deux, ça me va très bien. Essayez pas de faire du name dropping de concept. Enfin, vraiment, il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous sur ce sujet-là. Et encore une fois, j'accepte une argumentation qui me dirait sur ce sujet-là, les outils de genre et de féminisme absolument pas pertinents. Et je vous explique pourquoi c'est absolument pas pertinent. D'accord.
Ok, merci. L'idée pour moi, c'est quand même que vous... Enfin, ce cours, c'est vraiment un cours d'introduction, de sensibilisation, pour que vous ayez une idée de ce qui se fait de manière générale en recherche féministe, et que si vous décidiez de vous engager dans le parcours genre et féminisme en M2, vous soyez suffisamment outillé, suffisamment informé. Voilà, c'est tout. Et aussi, c'est que si vous décidez là, dès cette année de M1, de vous orienter sur des sujets plutôt genre et féminisme, que vous vous sentiez suffisamment en maîtrise des outils conceptuels de base pour pouvoir les mobiliser sur vos sujets de mémoire. Donc, il y a vraiment un enjeu qui est d'accompagnement sur vos mémoires. C'est pour ça que je fais ce choix-là en termes d'évaluation. Ça n'a pas trop d'intérêt pour moi de vous évaluer sur la connaissance du cours. Actuellement, les chercheurs et les chercheuses font leur article en allant vérifier des sources en ligne, en ayant les articles sous les yeux. Donc, il n'y a pas de raison que moi, je vous impose des conditions d'évaluation qui soient plus difficiles que ça. Est-ce que ça va? Oui, merci beaucoup. Et de mon côté, je vais devoir vous laisser parce que je commence les cours enfin, je commence ma journée dans 20 minutes. Du coup, je vous abandonne là. De toute façon, je pense qu'on a fini s'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, en tout cas, Mélanie, pour ta participation et les questions. Et si il n'y a pas d'autres questions ou pas d'autres prises de parole, je vais arrêter la vidéo et le partage. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais... Ah, il y a Esther qui a une question. Vas-y, on t'écoute, Esther. On vous Alors, écoute. oui, voilà, ça m'écoute. Oui. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Ok. Alors, une petite question surtout plutôt administrative. Moi, je suis dans une dispense d'activité ainsi comme d'autres collègues à moi qui s'appellent Alizé. Et on a commencé à avoir des problèmes car en fait, c'est pas trop clair au niveau administratif. Comment sont nos évaluations? Normalement, les profs nous disent toujours que c'est comme les enseignements à distance, mais par contre, il y a des choses qui varient. Par exemple, avec vous, je me souviens que vous m'avez dit que finalement, ça serait comme les présentiels, comme j'avais noté. oui. Donc, normalement, on se verra les 14. Est-ce que c'est toujours comme ça? Oui, exactement. En fait, la modalité d'évaluation ne change pas, enfin, le sujet ne change pas. Vous allez, enfin, que vous soyez en EAD ou que ce soit en présentiel, c'est le même sujet. Mais vous, effectivement, vous n'avez pas un mois pour remettre un travail. C'est un devoir sur table en 2 heures et c'est effectivement le 14 sur l'horaire de cours, donc 10h15, midi 15. Pour les dispensés d'assiduité, effectivement, c'est particulier. Les dispensés d'assiduité, vous devez venir en présentiel pour les deux évaluations, la première et la deuxième s'il y a lieu. Ok, parfait, merci. De rien. Très bien, donc je vais couper la vidéo. Hop.